7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, Bessel van der Kolk. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle interview avec vous. Ravie d'être avec vous. Je me sens honorée d'avoir cette occasion et de pouvoir passer un moment rien qu'avec vous, parce que la dernière fois que je vous ai vu, il y avait tellement de gens autour de vous, c'était à Boston, et maintenant, nous vous avons rien que pour nous. Donc, merci. Il y a de très nombreux sujets que nous pourrions aborder, bien évidemment le traumatisme, mais aussi tout ce que vous avez fait dans le domaine du traumatisme, de la recherche sur le traumatisme, de la prise en charge du traumatisme. Le livre que vous avez écrit il y a 10 ans est un best-seller depuis sa parution et je dirais même que c'est celui qui se vend le mieux de tous les best-sellers sur le traumatisme. Il est intitulé « Le corps n'oublie rien » et il y a aussi ce que vous avez construit année après année et que nous avons pu voir, étant donné que nous sommes allés à Boston pour le 35e congrès international de la Fondation pour la recherche sur le traumatisme. Et j'ai été vraiment époustouflée de voir toutes les personnes que vous réunissez et toutes les recherches que vous menez ou que vous avez mené ou que vous suivez, vous êtes toujours en train de chercher de nouvelles choses. Et c'était vraiment cela, d'ailleurs, l'objectif de votre livre, apporter une autre vision du traumatisme. Oui, il y a tant de choses à découvrir, bien sûr. Nous en savons très peu. Nous en savons très peu, à votre avis? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'en savons pas plus? Eh bien, parce que l'esprit humain et la condition humaine sont des choses très difficiles à étudier. Même les Français n'en ont pas encore trouvé la clé, n'est-ce pas? La fameuse condition humaine, comme on dit en français. Nous sommes des créatures très complexes et nous sommes capables d'immense générosité, d'immense chaleur et aussi d'une grande capacité de destruction en même temps. Et nous nous retrouvons face à des questions très complexes liées aux choses terribles que les gens se font subir les uns aux autres et on essaie de trouver dans quelle mesure on peut guérir de ces expériences terribles. Et ce sont des questions très complexes, mais on a appris une ou deux choses déjà quand même. Alors qu'est-ce que vous avez appris justement au fil des années et pourquoi est-il aussi important de comprendre le traumatisme et de se concentrer peut-être sur le traumatisme quand on parle de santé mentale? Eh bien, la raison pour laquelle il est important de parler de traumatisme, c'est que le traumatisme a pour effet qu'on perçoit le monde d'une certaine façon ou qu'on se perçoit soi-même d'une certaine façon. Et dans le grand public, il y a une attention qui est portée principalement sur les événements qui se sont passés dans le passé. Mais la question n'est pas tant l'événement qui s'est passé, mais plutôt que ce qui se passe, ce qui nous arrive, change qui nous sommes. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, battu par son père ivre, quand on est enfant, eh bien, cela devient une partie de notre identité. Cela devient une partie de qui je suis. Et on sentira profondément à l'intérieur de soi un sentiment pas du tout logique, mais un sentiment qui nous dit « je dois être une personne affreuse, sinon mon père ne m'aurait pas frappé autant ». Et on sait que cela n'est en réalité pas vrai, mais ces traumatismes deviennent comme une partie de nous. Et donc, on se sent inadéquat, on se sent honteux, on ressent beaucoup de colère par rapport à comment ce traumatisme nous fait nous sentir. Et quand on peut voir que ce sont là des réactions qui sont liées à la façon dont on gère ces événements affreux qui nous sont arrivés, cela nous fait voir quelque chose que Pierre Janet avait déjà souligné il y a 150 ans maintenant, c'est-à-dire que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Janet a dit « Toute vie est une œuvre d'art construite avec les moyens que les gens ont à leur disposition. » N'est-ce pas? Et ça, c'est une partie essentielle du traitement et de la compréhension des traumatismes. Comprendre que les gens font de leur mieux pour survivre. Et parfois, pour survivre,
d'une façon difficile. Ils peuvent survivre en se coupant, ou survivre en bloquant la réalité, ou survivre en devenant très violents. Donc, ces personnes auront des réactions qui feront dire aux gens de l'extérieur: « Ah, cette personne est mauvaise, cette personne manque de motivation. » Mais quand on peut vraiment voir ce que les gens ont vécu, eh bien, c'est là qu'on voit que cette personne a appris à faire ça pour pouvoir survivre. Et quand on voit cela à son propre sujet, en particulier sous hypnose ou lors d'expériences psychédéliques ou avec d'autres techniques thérapeutiques, on comprend vraiment, OK, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et grâce à cela, on a des possibilités de reconstruire qui on est, dans un sens. Ça nous permet de comprendre que, bon, voilà ce que j'ai dû affronter et c'est pour cela que je suis aussi dépressif, aussi anxieux, aussi terrifié. Et une fois qu'on a compris cela, on a alors des options quant aux façons de s'en occuper. Alors que tant que je vous dis: « Florence, vous avez un trouble de la personnalité borderline », ce qui signifie que vous êtes une personne mauvaise et il vous faut vous comporter mieux. Ça, c'est en grande partie l'approche psychiatrique. Vous ne devriez pas être autant détraqué, alors qu'une fois qu'on comprend le traumatisme, on peut dire à la personne: « Ah, vous avez l'impression au plus profond de vous que les gens vont vous abandonner, vont vous faire du mal, et c'est ça qui détermine votre conception de votre vie. Alors moi, comment est-ce que je peux vous aider pour que vous ayez plus de prévisibilité et de clarté quant au fait que les gens ne vont pas vous abandonner? » Et pour cela, il faut savoir l'origine des choses. Alors, à quel moment pourrait-on dire que, peut-être, comment c'est arrivé que nous sommes passés des symptômes comme le stress post-traumatique ou ceux que vous avez mentionnés, les troubles borderline ou les troubles bipolaires, même si à l'époque on ne parlait pas de bipolarité, on disait plutôt troubles maniaco-dépressifs, bref, dépression. Donc, comment est-on passé finalement des symptômes ou du problème de santé mentale à la question des traumatismes sous-jacents? Pour revenir à la bipolarité, en effet, elle n'existait pas encore, mais on parlait déjà de maniaco-dépression, ce qui était une description très claire, en fait. En mai, les gens entraient par exemple en phase maniaque et ils se mettaient à, par exemple, acheter des biens immobiliers pour plusieurs millions de dollars, alors qu'en octobre, ils entraient en phase dépressive et chaque année, ils tentaient de se suicider. Donc ça, c'était le trouble maniaco-dépressif à l'origine. Et depuis cette époque, la définition s'est élargie toujours plus, ce qui veut dire que n'importe qui est un peu instable, on l'appelle maintenant bipolaire. Mais beaucoup de gens, on les appelle bipolaires, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui sont instables émotionnellement à cause d'un traumatisme. Et ce qu'on voit, c'est que quand on traite le traumatisme, le diagnostic disparaît. Et vous avez été une des rares personnes à dire « Bon, il nous faut vraiment comprendre le traumatisme, comprendre l'impact du traumatisme sur le corps, mais aussi sur le cerveau, et c'est-à-dire pas seulement sur le cerveau, mais sur le corps aussi. » Et ça, c'était très nouveau. Et en France, d'ailleurs, c'est encore nouveau. Quand on parle de traumatisme, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais nous sommes encore comme, vous savez, comme enfermés dans la psychanalyse et le fait de parler encore et toujours. Et donc, votre vision est assez nouvelle et c'est une transition qu'il nous faut faire. Et vous l'avez fait aux États-Unis et dans le monde entier. Ce que vous avez réussi à faire, nous devons le vivre en France, je dirais. Enfin, pas complètement, mais puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cela, mais pas assez encore. Eh bien, comme vous le savez, étant donné que vous connaissez le livre, ce que je trouve très ironique, c'est que la France est vraiment le berceau de l'étude du traumatisme, car tout a commencé en réalité à la Salpêtrière, où Charcot, après la Commune,
après 1870, il y avait cette grande question en France, est-ce que la France va être une monarchie où l'Église aura beaucoup de pouvoir ou est-ce que la France va être une république? Et ce qui est ironique, c'est que toute cette étude a eu pour point de départ le fait que Charcot était un républicain convaincu qui disait que le futur de la France dépendait des femmes. Et les femmes vont soit appartenir à la science, soit appartenir à l'Église. Et si elles appartiennent à l'Église, nous continuerons à être une monarchie et une société patriarcale. Alors que si les femmes appartiennent à la science, on pourra alors vraiment avoir une société démocratique. Et c'est pour cela qu'il les a étudiées, ces femmes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, en dépit de ses débuts très prometteurs en France, la France est un des pays civilisés qui a un des pires bilans dans la compréhension du traumatisme. Et Jung et Freud sont bien plus honorés que ces Français fantastiques qui, en réalité, étaient nos enseignants. Je trouve cela ironique. Et je vous ai entendu dire, par exemple, que le traumatisme développemental était une épidémie cachée. Pourquoi est-elle cachée? Vous avez écrit cela dans votre livre, c'est le titre d'un de vos chapitres. Le traumatisme est caché parce que quand quelque chose se passe, par exemple quelque chose de très courant, on grandit dans une famille, par exemple avec un parent alcoolique et violent, eh bien c'est cela qui devient notre monde. Cela devient l'environnement au sein duquel notre esprit et notre cerveau vont se développer. Et dans notre esprit, on aura la pensée, quelqu'un peut être très gentil à un moment, mais l'instant d'après, il peut se mettre très en colère et me frapper. Donc on ne sait jamais si les personnes vont nous frapper ou pas. Et cela crée une personne qui est toujours dans la méfiance, toujours prête à voir arriver des choses négatives, et une personne qui probablement ne sera pas très ouverte par rapport aux autres personnes, étant donné que son expérience de vie lui dit que quelqu'un peut devenir ivre et nous frapper à n'importe quel moment. Donc, je tente de me contrôler de façon rigide et je ne laisserai personne me faire du mal. Et cela, bien sûr, rend très difficile la possibilité de vivre une relation intime avec quelqu'un d'autre, la possibilité de vivre des dialogues ouverts avec les gens, et cela impacte notre relation aux autres. Mais les gens ne disent pas alors « Ah, j'ai un problème avec l'intimité et les relations proches parce que mon papa me frappait quand j'étais enfant. » Non, en général, ça commence par « Ma femme n'est pas très gentille avec moi et c'est pour ça que j'ai de la peine à être affectueux avec elle. » Voilà, nous inventons tout un système de création de sens et quand il y a eu traumatisme, cela, en fait, nous paramètre d'une certaine façon qui va nous empêcher de vivre la meilleure vie qu'on pourrait avoir. Alors, ce qu'il nous faut examiner, ce sont nos réactions habituelles aux choses. Par exemple, notre réaction à la proximité ou au désaccord, et ainsi de suite. Donc, il s'agit aussi de sortir du « c'est ma faute » ou « c'est la faute de quelqu'un d'autre » et se dire « il m'est arrivé quelque chose qui est à l'origine de mes difficultés ou de mes problèmes et peut-être qu'il y a une issue, un moyen d'en sortir. » C'est ça. Et la première chose à faire, c'est en effet, et c'est là que la psychanalyse est bien pratique, de réussir à trouver des mots pour exprimer son vécu et vraiment prendre conscience du fait que, par exemple, je rencontre une personne, je l'aime beaucoup, mais assez rapidement, je réalise que je deviens très critique et je vois que j'ai des barrières par rapport à me rapprocher de cette personne. Et ensuite, en général, les gens extériorisent leurs problèmes en disant « c'est à cause de lui ou d'elle ». Mais au bout de 3 ou 4 relations de ce genre-là, on commence à se dire « peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui empêche les choses de se faire ». Et ensuite, on va en thérapie et on réussit à comprendre et à sentir quelles sont nos réactions, comment notre corps se fige et comment on devient agité et anxieux dans certaines situations. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de faire connaissance avec soi-même, avec beaucoup de curiosité envers soi-même. Et
Une chose qui rend cela difficile, c'est que en psychiatrie, nous aimons donner aux gens des étiquettes. Et les étiquettes que nous leur donnons ont tendance à être très péjoratives. On dit que quelqu'un est borderline ou des noms de ce genre-là. Cela veut dire qu'on est une mauvaise personne. Et nous ne commençons pas par dire aux gens des choses comme « vous avez de la peine à être proche des autres ». Vous avez des problèmes à vous sentir en sécurité avec les gens. Mais ce que la perspective du traumatisme nous aide à comprendre, c'est que nous sommes une espèce perturbée et les gens ont toujours eu des problèmes et cela ne veut pas dire qu'on est forcément mauvais, cela signifie simplement qu'on a certaines réactions à notre environnement qui nous empêchent de vivre une vie épanouie. Et il nous faut pour cela vraiment se comprendre qu'est-ce qui, dans mes réactions, m'empêche de vivre la vie que je voudrais et comment puis-je changer ces réactions. Mais si nous revenons à l'impact du traumatisme dans le corps et le cerveau, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il est autant difficile parfois d'en sortir? Parce que quand on en parle, on comprend, d'accord, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, ou j'ai été abandonnée, ou j'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans, ou le fait de le savoir en soi, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me parle à titre personnel parce que ma propre maman savait qu'elle avait perdu sa mère quand elle avait 15 ans, mais ça ne l'a jamais aidée avec son trouble bipolaire, ça ne l'a jamais aidée à aller bien. Alors pourquoi est-ce ainsi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est là que les neurosciences nous ont été vraiment utiles. Vous savez, je considère que toutes les autres choses que nous avons pu trouver étaient des choses qui avaient été déjà dites plus ou moins par différentes personnes depuis 150 ans. Mais la nouvelle perspective, ça a été notre capacité à regarder ce qui se passe dans le cerveau des gens. Et ce qu'on y a trouvé, fondamentalement, c'est que l'organisation de notre cerveau, nos perceptions, la façon dont notre cerveau intègre le monde, tout cela ne se passe pas dans une partie rationnelle du cerveau, mais dans notre cerveau de survie, ou comme le dit Antonio Damasio, dans la partie de notre cerveau qui s'occupe de l'entretien du corps. Donc, une grande partie de notre cerveau est axée sur comment nous aider à rester en vie et perçoit le monde de façon assez basique, sans beaucoup de conscience. Et ensuite, la partie consciente de notre cerveau nous aide à donner du sens à nos réactions. Mais nos réactions sont des réactions automatiques, des réactions physiques qui sont dirigées par les hormones à travers les voies hormonales. Et nous créons ensuite du sens à partir de nos réactions. Et maintenant, nous pouvons peut-être commencer à comprendre nos expériences en se disant, par exemple, je continue à avoir peur que les autres aient trop de pouvoir sur moi, c'est pour cela que je les rejette. Mais c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Et la question devient alors, comment est-ce que je peux m'adoucir pour réussir à faire plus confiance aux autres? Et ensuite, il nous faut faire quelque chose de spécifique pour aborder cette question-là. Je dirais que quelque chose comme le psychodrame peut être très utile pour nous aider à sentir comment nous réagissons aux autres. Ce que nous avons pu observer dans nos recherches sur les psychédéliques, c'est que dans les recherches sur les psychédéliques, très souvent, les gens ont des souvenirs très clairs d'événements anciens qui leur sont arrivés et qui ont été très douloureux. Et il y a quelque chose en particulier avec la MDMA, qui permet alors à la personne d'aller visiter cet ancien traumatisme et d'aller se voir soi-même à ce moment-là et de se dire « Waouh, ça m'est vraiment arrivé ». Et là, on se dit « Ce pauvre enfant, il avait toujours tellement peur d'être humilié ». Et une fois qu'on ressent profondément le fait que cet événement m'est arrivé, là, on commence à pouvoir développer une compassion envers soi-même et on commence à pouvoir se dire à soi-même, je suis tellement désolée que cela te soit arrivé à ce moment-là, parce que ça a tellement compliqué ta vie. Mais cette évaluation ne vient pas d'une autre personne, mais de nous. Nous réussissons à nous dire, waouh, je n'étais qu'un petit enfant et j'avais tellement peur et je pouvais rien faire pour changer la situation. Donc, si on réussit vraiment à aller en profondeur en soi, et les Français dont on a parlé à l'époque utilisaient l'hypnose pour le faire, je suis encore très curieux au sujet de l'hypnose
et dans quelle mesure l'hypnose peut accomplir certaines des choses que nous pouvons accomplir avec d'autres méthodes actuelles. L'hypnose n'est pas très populaire actuellement, probablement même pas en France d'ailleurs, mais l'astuce consiste vraiment à entrer dans un état de conscience où on peut très profondément se sentir soi-même, s'éprouver soi-même d'une façon extrêmement profonde, mais en sachant également que notre cerveau reste dans un état où on arrive à connaître la différence entre le passé et le présent. Et ça, c'est crucial. Par exemple, admettons que vous soyez marié et vous avez votre réaction habituelle défensive face à votre conjoint et vous dites c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Alors qu'une fois que vous entrez en vous-même, vous vous dites « Ah, il y a ce vieux ressenti qui n'arrête pas de remonter à l'intérieur de moi et il est lié à comment j'ai été blessé quand j'étais enfant. » Voilà. Mais beaucoup de gens, quand ils viennent en thérapie, souvent disent « Je sais ce qui m'est arrivé et je ne veux pas y retourner ». D'après vos observations, quelle est la façon la plus efficace d'aborder cela? Ou que pouvons-nous répondre aux personnes qui disent « Je ne veux pas y retourner parce que je ne veux pas revivre ces événements ». Eh bien, à cela, je réponds « Pas de problème, vous n'avez pas besoin d'y retourner. La seule chose à faire, c'est prendre conscience de ce qui vous arrive en cet instant même. » Par exemple, quand j'arrive 5 minutes en retard pour votre rendez-vous, quelle est votre réaction? Que ressentez-vous dans votre corps? Eh bien, j'ai eu envie de vous tuer quand vous êtes arrivé avec 5 minutes de retard. Et à cela, je réponds, tiens, comme c'est intéressant, où avez-vous ressenti cela dans votre corps, votre envie de me tuer? Et ensuite, vous ajoutez, dans quelle autre situation avez-vous déjà ressenti ça? Donc, en général, ça se passe à travers le vécu interne de la personne, pas tellement à travers les histoires qu'elle nous raconte, mais en allant vraiment éprouver ses propres réactions très profondément, en allant les sentir. Donc, ce qui compte, ce n'est pas vraiment les histoires, mais prendre conscience de qui on est et de comment on réagit de façon habituelle. Vous avez parlé de curiosité, vous êtes une personne très curieuse de tout, vous êtes en quête, vous avez cherché encore et encore aujourd'hui, vous continuez à chercher pour trouver de nouvelles choses, de nouvelles façons de guérir le traumatisme ou d'aider les gens qui ont des difficultés dues à des traumatismes. Quels sont pour vous peut-être les tournants majeurs que vous avez pu observer au fil de toutes ces années où vous avez travaillé dans le domaine du traumatisme? Vous savez, j'ai vécu dans une tranche temporelle spécifique et nous sommes tous façonnés par la période dans laquelle nous vivons. Quand je lis les écrits des médecins de la Salpêtrière dans les années 1880, leur conception du monde était très différente de la nôtre aujourd'hui. Donc, quelle est notre origine? Nous avons pour origine le monde de la psychanalyse, en Amérique aussi, c'est-à-dire comprendre, avoir un point de vue mental, et nous avons aussi comme point de départ un monde axé sur le langage. Et une des premières choses qu'on voit quand on travaille avec les personnes traumatisées, c'est comment ces gens font des choses et ont des réactions. Et il y a très peu de langage pour cela. Ils ont des sentiments et des émotions automatiques. Et l'un de mes tout premiers travaux de recherche, qui a été pour moi très important, m'a permis de voir comment, quand on est traumatisé, ce sont nos émotions qui mènent le bal. Et ensuite, j'ai appris que Janet, en fait, avait pu observer la même chose déjà en 1889, que ce sont nos émotions qui mènent le bal. Quand on n'est pas traumatisé, on peut se servir de sa raison, alors que quand on est traumatisé, nos émotions sont mobilisées et c'est notre colère, notre peur, notre rage qui prend les commandes. Et ça s'observe. Et donc, c'est ça qui vient en première ligne, nos réactions. Et ensuite, l'élément suivant que nous avons pu observer, c'est que le passé ne cesse de revenir, non pas sous forme d'histoire, de récit, mais sous forme de réaction. Et pour moi, la première approche qui a vraiment ouvert des possibilités thérapeutiques, ça a été l'EMDR, aussi improbable que cela puisse paraître, étant donné que l'EMDR est une méthode très étrange. N'est-ce pas? On demande aux gens de penser à certaines choses et pendant qu'ils font ça, on leur demande de suivre nos doigts pendant que nous faisons bouger nos doigts d'un côté à l'autre devant leurs yeux. C'est une méthode tout à fait bizarre et n'importe quelle personne sensée vous dira comment peut-on faire quelque chose aussi stupide, parce que faire bouger ses doigts devant les yeux de quelqu'un n'a aucun sens. Mais
Quand nous avons commencé à utiliser cette méthode, il s'avère que souvent, ça a aidé les gens à intégrer un souvenir. Et ils se disaient alors, oui, habituellement, quand je commence à ressentir cela, tous ces sentiments commencent à remonter, mais maintenant, quand je fais de l'EMDR, je peux me souvenir de ce qui m'est arrivé à l'époque, mais cela appartient au passé et n'appartient pas au présent. Et cela m'a vraiment intriguée, c'est-à-dire le fait qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire pour changer notre sens du temps intérieur, ce qui n'a rien à voir avec la compréhension, mais plutôt avec l'activation de nouveaux circuits neuraux. Et ensuite, n'est-ce pas, les avancées en neurosciences sont devenues très utiles parce que nous avons pu prendre des images grâce aux IRM fonctionnels, des images du cerveau des gens quand on utilise le neurofeedback, par exemple. Et nous avons vu que certains circuits cérébraux étaient activés qui permettaient aux gens de savoir la différence entre le passé et le présent. Ça n'a rien à voir avec la raison, on a simplement activé des circuits neuraux différents. Et jusqu'ici, en psychologie, les gens avaient toujours dit on doit comprendre les choses et en parler. Et ce que l'EMDR m'a vraiment montré, c'est que non, on peut faire des choses pour changer la façon dont notre cerveau perçoit le monde. Et pour moi, en tout cas pour moi, l'EMDR a permis d'ouvrir ce monde-là. C'est une méthode très étrange, mais qui nous a permis de voir que certaines choses peuvent changer notre rapport aux événements. Et une autre expérience très importante que j'ai vécue, j'ai été conseiller de la Commission de la vérité en Afrique du Sud en 94-96. Et j'ai voyagé avec l'évêque Desmond Tutu, qui avait pour tâche d'empêcher un massacre de se produire au moment où l'Afrique du Sud a été remise à l'ANC. Et il y avait beaucoup de raisons de craindre que des choses terribles se passent, comme ça avait été le cas en Inde lors de l'indépendance, parce que les gens avaient accumulé tellement de rage en eux. Et l'objectif de la Commission de la vérité, c'était de créer un sentiment de bienveillance et de sécurité. Et Tutu était extrêmement doué pour faire cela. Ce que je l'ai vu faire avec les gens, c'était danser avec eux, chanter avec eux. Et on voyait que les gens s'apaisaient. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, bouger ensemble, danser ensemble, créer de la musique ensemble, c'est quelque chose qui, dans le monde entier, sauf aux États-Unis et dans le nord-ouest de l'Europe, mais partout ailleurs, les gens font de la musique et dansent pour traiter le traumatisme. Et il s'avère que ça ne fait pas partie de notre culture, mais pour moi, ça a été une compréhension très importante de voir comment le fait d'être à l'écoute des gens, d'être physiquement en harmonie avec les gens sur le plan somatique permettait de vraiment restaurer un sentiment de sécurité. Donc, j'ai toujours été intriguée, par exemple, par le tango. La façon dont danser le tango peut être extrêmement bénéfique pour les gens. Juste apprendre à bouger avec une autre personne en ayant un corps qui s'accorde à celui de l'autre. Jouer de la musique ensemble, ça fait partie des choses les plus saines qu'on puisse faire parce que notre corps et notre biologie se synchronisent avec d'autres corps et d'autres biologies. Donc ce sont des expériences de ce genre-là qui m'ont fait m'éloigner du point de vue strictement psychanalytique, selon lequel on doit parler des choses et les comprendre. Et je me suis plutôt rapprochée d'une approche affirmant qu'on a besoin de vivre des expériences qui corrigent notre sentiment d'isolement et de séparation avec notre environnement. Donc, ce que vous dites là, c'est que l'EMDR a apporté une perspective supplémentaire par rapport au cerveau. Et ensuite, ce que vous avez compris quand vous avez vu le travail de Desmond Tutu, c'était plus l'importance de la danse, du travail avec le corps, mais aussi du fait d'être ensemble. C'est ça. Parce que la psychothérapie était pratiquée presque uniquement en travail individuel, même en psychanalyse. On est seul, on a quelqu'un derrière soi qu'on ne voit même pas, donc il n'y a pas de relation. Et ça amène vraiment quelque chose de nouveau. Eh bien, non, rien n'est nouveau. Vous savez, quelqu'un en Chine ou en Inde ou en Australie l'a inventé avant nous. Vous savez, ces choses ne sont jamais complètement nouvelles. Mais
C'est ça qui m'est vraiment apparu, en effet, et c'est aussi lié à d'autres influences importantes, comme le travail de chercheurs sur l'attachement, comme John Bowlby et Mary Main, et mon ami Ed Tronick, et les autres chercheurs sur l'attachement que je côtoie, et qui ont vraiment montré que, au cœur de l'humain, dans notre noyau, il y a la relation que nous avons avec les personnes qui se sont occupées de nous. Dans quelle mesure ces personnes nous ont fait nous sentir en sécurité, accueillis, vus, et fondamentalement, nous devenons les personnes que nous sommes grâce à l'accordage et à la compréhension que nous recevons des gens dans notre environnement. Par conséquent, si dans la famille, on cuisine ensemble, on fait de la musique ensemble, on fait les lits ensemble, on cultive la terre ensemble, notre corps devient membre d'une communauté de corps qui crée quelque chose. Et bien sûr, en psychologie, cette dimension a été perdue et la dimension de l'accordage que nous avons avec les autres n'est pas aussi importante. Vous savez, dans ma propre psychanalyse, ça a été une expérience pas positive du tout et au bout de 2 ans et demi, je me suis assis et j'ai dit, écoutez, là je gaspille mon argent, je perds mon temps, j'ai plus envie de faire ça et j'étais là assis, j'ai regardé mon psychanalyste et je lui ai dit, vous savez, vous avez un visage très bienveillant. Et si j'avais pu voir votre visage quand je vous parlais de mon enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hollande et combien ça a été terrifiant, combien mes parents étaient terrifiants, combien c'était terrifiant, les gens dans les camps de concentration, si j'avais vu votre visage, j'aurais été complètement différent. Mais comme vous étiez assis là-bas derrière moi, je me suis sentie tout aussi esseulée et isolée que je m'étais toujours sentie. Donc, vous avez arrêté ça et après, vers quoi vous êtes-vous tourné après la psychanalyse en tant que personne? Ou qu'est-ce qui vous a le plus aidé sur votre propre chemin de guérison des traumatismes? Eh bien, vous savez, en tant que médecin, que personne qui a un diplôme, on passe du temps avec certaines personnes qui deviennent des compagnons de route. Donc, j'ai toujours eu des amis très proches et des collègues avec qui on est parti dans ce voyage d'exploration. Judy Herman était l'une des toutes premières, Onno van der Hart et tout un tas d'autres personnes également, et on commence à découvrir des choses ensemble. On explore les choses en tant que groupe et on les essaie sur soi-même. Et donc, en 1994, j'ai rencontré des psychothérapeutes corporels. J'étais venue pour faire une conférence conventionnelle qui allait parler de neurosciences dans un congrès qui était axé sur le corps. Et c'est là que j'ai rencontré Pat Ogden et Peter Levine et d'autres gens dont vous ne connaissez probablement pas les noms. Et j'ai vu comment ces personnes étaient bien dans leur corps. J'ai vu leur façon de marcher, de se tenir, d'interagir avec les gens. Et tout cela était empreint d'une grande vitalité. Et donc, j'ai commencé à collaborer avec ces personnes. Je les ai étudiées. Nous avons examiné et étudié des choses ensemble. Nous avons fait des enregistrements de travail corporel. Nous avons regardé ces vidéos ensemble en se demandant ce qui s'y passait. Mais c'est toujours quelque chose de très social. Comme toujours, on trouve d'autres personnes qui ont la même curiosité et ensuite, on part dans un voyage d'exploration. Donc, le travail sur le corps, oui, a été très important pour moi. Personnellement, ça a été essentiel parce que je suis née en 43 et beaucoup d'enfants de ma génération sont morts de faim. J'étais moi-même un enfant très chétif et je pense que j'avais toujours vécu dans le corps d'un petit garçon qui avait été un enfant chétif. Et ensuite, j'ai fait tout ce travail sur le corps qui a changé ma façon d'être dans mon corps. Et je suis devenue une personne qui était bien plus ancrée dans son corps, qui ressentait bien plus de pouvoir dans son corps par rapport à comment je m'étais sentie jusque-là. Donc ça a été une dimension importante pour moi qui ne sera pas forcément importante pour vous, n'est-ce pas? Et ce qui va m'aider moi ne va pas forcément aider un autre. Et ça fait partie de ma formation scientifique, de ne pas toujours parler de nos réussites, mais aussi de nos échecs. Et
Un aspect central de notre centre, de notre clinique, a toujours été le congrès morbidité et mortalité, au cours duquel nous parlions de nos échecs de traitement et où nous essayons de découvrir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le MDR a fonctionné pour cette personne-là, mais pas pour celle-ci, ou le psychodrame a fonctionné pour cette personne-là et pas pour celle-ci. Donc, il nous faut être très précis pour découvrir pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Or, nous ne vivons pas dans ce genre de culture-là. Dans notre culture, nous aimons parler de nos succès et nous ignorons le fait que ça n'a pas fonctionné pour l'autre moitié des gens. Et donc c'est ça qui a toujours nourri ma motivation. Il y a eu beaucoup de méthodes que j'ai apprises et qui ont été très utiles. C'est moi qui ai fait la première étude sur le yoga et le traumatisme. Et le yoga s'est avéré un traitement très efficace pour beaucoup de personnes traumatisées, pas pour tout le monde. Alors qu'on pourrait se dire, quoi, c'est bizarre, mettre ses fesses en l'air et faire un bretzel avec son corps, ça aide les gens traumatisés. Il s'avère que oui, c'est le cas, parce que le yoga change certaines structures dans notre cerveau qui nous permettent d'être bien plus conscients de nous-mêmes et de témoigner bien plus de sollicitude et d'affection à son propre corps, en fait. Donc ça, c'est une dimension importante. Donc en fait, il y a toujours eu une dimension après l'autre. Et je me disais toujours, tiens, ça c'est intéressant. Voici un autre aspect et encore un autre. Et bien sûr, depuis quelques années, tout tourne autour de l'exploration des substances psychédéliques, qui est le nouveau sujet à la mode dans le monde où nous vivons. Oui. Parlons justement un peu des psychédéliques, étant donné que c'est un sujet central maintenant dans la prise en charge des traumatismes. C'est encore très expérimental. On n'est que dans la phase recherche. À ce stade, ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Et vous avez fait un peu de recherche, plus qu'un peu. Notre article a reçu un prix comme étant l'un des 10 meilleurs articles scientifiques du monde. Donc, ce n'était pas juste un peu, mais une entreprise très sérieuse. D'accord. Alors, qu'est-ce que les psychédéliques apportent dans la prise en charge des traumatismes? Eh bien, la raison pour laquelle je me suis intéressée aux psychédéliques, c'est que, bien sûr, je suis un enfant des 60s, des années 60. J'ai grandi en Amérique pendant cette époque-là et nous prenions du LSD. Et ensuite, un grand nombre de mes collègues sont devenus d'éminents scientifiques. Et je demandais souvent à mes amis, « Est-ce que tu as pris du LSD à la fac ?» Bien sûr que oui. Et je leur disais, à ton avis, quel effet est-ce que le LSD a eu sur ton développement en tant que personne, en tant que scientifique? Et mes amis me disaient, ça a fait une différence énorme parce que sous LSD, j'ai pris conscience que la réalité dans laquelle je vis n'est qu'une très petite partie de la réalité dans son ensemble qui existe. Et cela m'a toujours intriguée parce que quand on est traumatisé, on vit aussi dans une réalité très étriquée, qui se résume très souvent à notre peur, notre colère et notre rage. Il n'y a pas beaucoup de place pour quoi que ce soit d'autre. Donc, avec des gens comme Rick Doblin ou Michael Mithoefer ou Phil Wolfson et d'autres de mes collègues, on s'est tous intéressés à la question, est-ce qu'on peut ouvrir l'esprit des gens en leur faisant vivre des expériences psychédéliques pour qu'ils puissent vraiment vivre à quel point le monde est plus grand que celui dans lequel ils sont piégés. Et c'est cela justement que nous avons pu observer, c'est que les psychédéliques permettent vraiment aux gens de voir d'autres aspects de la réalité et de vivre des expériences qui sont très profondes et qui nous font accéder au noyau même de notre être. Et là, les gens se disent « Waouh, je ne savais pas que le monde était aussi gigantesque ou intégré ou… » C'est quelque chose qui vraiment nous donne un autre point de vue sur nous. Et c'est vraiment ça que nous avons pu découvrir dans notre prise en charge avec psychédéliques. C'est que après, les gens se voient comme existant au sein d'un contexte bien plus grand. Ils peuvent avoir une perspective élargie sur eux et ils ont beaucoup plus de compassion et de compréhension pour eux grâce aux psychédéliques. Donc, ces substances ont vraiment permis d'ouvrir l'esprit des gens à des réalités dont ils ne connaissaient pas l'existence avant. Oui. Quand on parle de substances psychédéliques, quel genre de substances sont utilisées?
La substance psychédélique que nous avons utilisée dans notre recherche, c'est la MDMA. Et il y a d'ailleurs de fortes chances que la MDMA devienne légale cette année en Amérique grâce à notre recherche. Et Rick Doblin, que vous avez rencontré dans mon congrès, quand vous dites notre recherche, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qui l'a réalisé? Nous, c'est-à-dire un organisme appelé Association multidisciplinaire pour les études psychologiques, ou l'acronyme MAPS. C'est un grand organisme basé à Dublin. Donc, Rick a réussi à rassembler 63 millions de dollars pour faire cette étude. C'est pour ça que j'appellerais pas ce travail une recherche parmi d'autres, n'est-ce pas? C'est une étude de très grande envergure et très sérieuse. Nous avions 13 sites aux États-Unis, ainsi qu'un site en Hollande et en Israël également. Et moi, j'étais sur le site de Boston. J'étais responsable sur ce site-là d'une partie de l'analyse des données. Voilà, donc ça a été une étude d'une très grande envergure et nos résultats étaient vraiment hors normes. Des résultats incroyablement positifs avec une population très perturbée en réalité. Des personnes qui avaient grandi dans des environnements très violents en général, qui n'avaient jamais eu de sentiment de sécurité avec quiconque, qui n'avaient aucun souvenir de s'être senti un jour en sécurité avec une autre personne. Donc, c'était des personnes qui n'avaient pas vraiment d'ancrage dans ce monde-ci. Très souvent, c'était des personnes complètement accablées par leur anxiété, leur dépression, leur déconnexion. Et sous MDMA, ces personnes ont pu sentir très profondément « voici qui je suis, voici ce que j'ai traversé, voilà ce que ces expériences signifient pour moi ». Et elles sont arrivées à un sentiment très profond de compréhension et de compassion envers elles-mêmes. Et ça a été vraiment spectaculaire, oui. Comment se passe une séance sous MDMA? Combien de temps ça dure? J'ai entendu dire que l'effet de la MDMA dure très longtemps. Alors, est-ce que ce sont des séances très longues? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, décrire le protocole pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne? Ces substances ont des effets de durée différentes. La MDMA dure environ 6 heures, la kétamine seulement 1h30 environ, la 5-MeO-DMT ne dure qu'une demi-heure, l'ibogaïne dure 3 jours, l'ayahuasca aussi dure très longtemps. Donc, on a différentes molécules qui ont des effets légèrement différents, mais sous MDMA, qui probablement va devenir la norme pendant un certain temps. On fait d'abord vraiment connaissance avec les gens en tant que thérapeute. On passe environ 8 heures ensemble pour vraiment connaître la personne, pour que la personne puisse apprendre à faire confiance aux gens qui vont l'accompagner. Et ensuite, un jour, la personne vient, on a là 2 thérapeutes, on met un masque sur les yeux et on passe de la musique. Et là, on va profondément en soi et à ce moment-là, notre monde psychédélique commence à s'ouvrir. Et souvent, ce n'est pas très agréable. Très souvent, des souvenirs très douloureux peuvent remonter. Parfois, des ressentis de félicité émergent, mais ce n'est pas le sentiment dominant. Et donc, on va profondément en soi et on ressent des choses sur soi, on vit des expériences en lien avec soi qui souvent étaient des choses dont on n'avait pas conscience avant. Et on commence à se voir plus clairement. Et ensuite, on échange un peu avec ces thérapeutes, mais la chose la plus importante, c'est qu'une fois que l'expérience est terminée, on passe un peu de temps après l'expérience pour traiter ce qui s'est présenté. Par exemple, quels rêves on fait, ou les pensées qui nous sont venues, ou les choses de notre passé qui sont remontées. Donc, ce sont vraiment des expériences d'ouverture de l'esprit. Et dans notre étude, nous avions décidé d'avoir 3 séances d'une journée entière. Certaines personnes allaient bien après 2 séances seulement, alors que d'autres, après 3 séances, nous ont dit « j'aimerais bien pouvoir en faire plus ». Mais quand on fait une étude, on doit suivre un protocole et on le suit de façon stricte. Dans la réalité, je pense qu'il est probable que c'est quelque chose que j'utilise aussi dans ma pratique. Je n'utilise pas la MDMA, mais j'utilise la kétamine aux États-Unis puisqu'elle est légale.
Et dans ma pratique, les gens qui sont déjà en psychothérapie avec moi, des gens qui viennent me voir par exemple une fois par semaine, eh bien à peu près une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines, on fait une séance de kétamine où les patients vont vraiment en profondeur et découvrent toutes sortes d'autres choses et ensuite on passe les semaines qui suivent à échanger au sujet de ce qui est remonté. Et est-ce que vous avez vous-même vécu l'expérience? Est-ce qu'il est important que les thérapeutes qui animent les séances l'aient eux-mêmes vécu? Très bonne question. C'est un peu comme se demander, est-ce qu'on monterait dans un avion piloté par une personne qui n'a fait que lire des livres sur comment piloter? Ou est-ce qu'on préfère prendre des cours de pilotage avec une personne qui est elle-même vraiment pilote? Donc oui, on a besoin de vivre l'expérience par soi-même pour aussi être surpris par l'expérience soi-même. Entre autres, les psychédéliques font remonter des choses dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et parfois, ça peut être des visions extraordinaires de paix dans le monde et d'harmonie, alors que parfois ça peut être des expériences terrifiantes où on traverse ce que décrit le livre de Job dans la Bible, où tout semble désespéré, etc., etc. Donc, on peut vivre beaucoup d'expériences profondes, mais la relation qu'on a avec les personnes qui sont nos guides est très importante. Et la chose qui m'inquiète le plus, maintenant que ces drogues sont sur le point de devenir légales, c'est que les gens puissent prendre des raccourcis par rapport à l'expérience thérapeutique elle-même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment se concentrer sur l'importance d'aller traiter ce qui se présente, l'importance d'être avec la personne, d'avoir le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous accompagner, qui nous connaît vraiment très bien. Ça, c'est très important. Et oui, les thérapeutes doivent l'avoir vécu et en avoir été étonnés eux-mêmes. Et comment est-ce que nous pouvons empêcher cela? Parce que, en fait, si les gens, si ces substances deviennent légalisées, vous avez mentionné qu'elles le seront probablement bientôt aux États-Unis. Je ne sais pas, pour l'Europe, ça va sûrement venir, hein. C'est déjà légal en Australie. En Australie, c'est légal, mais pas en Europe. Je crois que aux Pays-Bas, ça le sera bientôt aussi. Et les gens vont peut-être se précipiter dessus, comme si c'était la solution miracle. Alors, comment empêcher ça? Eh bien, par chance, je ne suis pas policier, et donc les gens vont de toute façon faire des choses idiotes, les gens vont faire des choses stupides. La seule chose que moi je puisse faire, c'est, comme certaines personnes m'écoutent parfois, je peux leur dire « Ne faites pas ça tout seul ». Ne donnez pas ces substances aux gens à moins d'être là avec eux et de vraiment bien les connaître. Et je suis sûre que nous allons entendre des histoires négatives au sujet d'événements où ça s'est mal passé pour les gens, oui. N'avez-vous pas peur de voir arriver la même chose que ce qui s'est passé avec l'oxycantine? Pardon, avec l'oxy? Où les gens, n'est-ce pas, ont détourné son usage et l'ont consommé pour eux. Non, je ne pense pas que ce sera comme avec l'oxycantine, parce que ces substances sont trop exigeantes pour la personne qui les prend. Vous savez, ce ne sont pas des drogues qui nous font planer et ne plus rien sentir, mais ce sont plutôt des substances qui nous font ressentir les choses. Mais en même temps, je suis sûre que certaines personnes s'en serviront d'une façon négative parce que c'est la nature des gens, n'est-ce pas? C'est toujours le cas. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est avertir les gens, et moi-même, j'utilise ma voix et mon expérience pour les mettre en garde en disant non, ne prenez pas ces substances tout seul, mais en même temps, ça se fait déjà parce qu'en Amérique, par exemple, on peut commander de la kétamine par courrier postal à des doses terribles, et je connais des gens qui sont des personnes très instables, qui ont reçu de la kétamine par courrier et qui en ont pris. Et je pense que c'est une chose terrible à faire. C'est vraiment pas bien du tout, mais il se passera des choses négatives, c'est inévitable. Ça nous ramène à ce que vous aviez dit tout au début et que vous dites maintenant, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le faire tout seul, parce que quand il y a eu traumatisme, il est aussi très important de ne pas être seul avec quelque chose, mais être en relation, trouver la sécurité avec quelqu'un. C'est ça, la nature du traumatisme, c'est d'être tout seul. Un mot que j'ai beaucoup utilisé dans mon livre précédent, c'était être abandonné de Dieu.
God forsaken. La traduction en français de ce mot d'ailleurs sonne très bien, n'est-ce pas? Se sentir abandonné de Dieu. C'est un sentiment très profond. Et c'est ça qu'on ressent quand on est traumatisé. Personne n'est là pour nous. On est tout seul. Et ensuite, si on vit des expériences psychédéliques et qu'il y a des choses qui remontent, qui sont vraiment terrifiantes et qu'on n'est pas avec quelqu'un qui nous comprenne, qui puisse nous accompagner, ça peut faire beaucoup de dégâts, oui. Et à votre avis, étant donné que vous avez vu des résultats vraiment incroyables avec les psychédéliques et la MDMA dans votre recherche sur la MDMA, à votre avis, est-ce que cet effet dure longtemps? Est-ce que c'est permanent? C'est-à-dire quand notre cerveau est ainsi reconfiguré, est-ce que ça va durer? Est-ce que vous avez comment dire en français, du recul là-dessus? Oui, comme dans l'expression, reculer pour mieux sauter. Eh bien, oui, je dirais que, vous savez, une fois qu'on a vu Paris, on n'oublie pas à quoi ressemble Paris. Une fois qu'on sait comment c'est d'être à la plage sur la Côte d'Azur, c'est une expérience qui ne disparaît pas. Ça devient une partie de nous. Ça ne veut pas dire que ça résolve tous nos problèmes, mais c'est une expérience durable où on a été confronté à des réalités très grandes que d'habitude on ne connaît pas. Et une fois qu'on a vécu ces expériences mystiques profondes, on ne les oublie pas. Il y a deux autres éléments que j'aimerais aborder avec vous pour tenter de faire le tour, enfin, pas vraiment faire le tour de la question, mais pour inclure autant que possible vos travaux. Donc, un autre sujet que vous mentionnez beaucoup, c'est le neurofeedback. Donc, qu'est-ce que le neurofeedback et pourquoi est-il important, peut-être, d'intégrer le neurofeedback au traitement des traumatismes? Oui, le neurofeedback, à mes yeux, est le traitement le plus sous-estimé dans notre domaine. Et il faut savoir que il y a une trentaine d'années de cela, un homme appelé Barry Sterman a reçu une demande de la NASA, c'est-à-dire l'organisation aérospatiale du gouvernement, parce qu'ils avaient envoyé des chats dans l'espace et ces chats faisaient des crises d'épilepsie après avoir été exposés au carburant de la fusée pendant leur voyage dans l'espace. Donc ils ont demandé à ce monsieur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour empêcher ces chats d'avoir des convulsions tout le temps? Et il a découvert qu'il pouvait envoyer des informations au cerveau de ces chats qui les aidaient à créer des ondes cérébrales qui étaient constantes et qui ne produisait pas de convulsions. Et c'est là qu'il s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire cela avec les gens aussi. Et maintenant que nous connaissons pas mal de choses au sujet du cerveau, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on sait déjà, par exemple, comment mesurer les ondes cérébrales. Et ce qu'on peut voir, c'est que en particulier pour les personnes traumatisées, quand on est traumatisé, notre cerveau ne fonctionne pas bien du tout. On a des anomalies dans nos rythmes et dans notre degré de connectivité et on ne peut pas vraiment changer ces rythmes cérébraux par la parole ou la compréhension. Tandis que ce que Barry Sterman et d'autres personnes ont découvert, c'est que on peut comme jouer à des jeux d'ordinateur avec son propre cerveau. En utilisant les ondes cérébrales qu'on produit, on peut comme jouer à un jeu avec ses propres ondes cérébrales et notre cerveau est récompensé quand il crée certaines configurations de circuits neuraux qui nous aident à être plus concentrés et être plus calmes. Donc en fait, nous pouvons changer le cerveau, changer son fonctionnement en donnant aux gens des informations sensorielles, fondamentalement. Voilà, donc ça, c'est une vraie alternative à la psychopharmacologie. J'ai commencé mon parcours en tant que psychopharmacologiste. J'ai fait les toutes premières études sur le Prozac et le Zoloft pour le stress post-traumatique. Ces médicaments n'étaient pas mauvais, ils n'étaient pas non plus super, mais nous croyions à l'époque que les substances chimiques permettraient de changer pour toujours la pathologie des gens. Le monde était plein d'espoir à cette époque-là. Et ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Les médicaments psychiatriques changent un petit peu la donne, mais ne parviennent pas vraiment à guérir les gens, à les reconfigurer, alors que ce qu'on a pu observer grâce au neurofeedback, c'est qu'on peut entraîner le cerveau à devenir plus concentré et plus calme et fondamentalement plus efficace.
Donc voilà, vous avez assisté à notre congrès, donc vous avez sûrement entendu des conférences sur le neurofeedback. Et d'ailleurs, nous sommes très actifs dans la promotion du neurofeedback comme moyen de vraiment faire en sorte que notre cerveau fonctionne pour nous. Un exemple que j'ai donné dans mon livre, c'est par exemple l'équipe italienne de football, les Azzurri, qui ont commencé à utiliser le neurofeedback pour la performance optimale, et c'est après cela que l'Italie est devenue championne du monde. Où l'équipe de ski canadienne a utilisé le neurofeedback pour aider leur cerveau à devenir un peu plus concentré, plus précis, et l'équipe canadienne de ski a gagné toutes les médailles d'or. Voilà, donc pour moi, aborder les gens en visant le fonctionnement optimal, à mes yeux, c'est une façon très sympathique de considérer les gens. Comment est-ce qu'on peut vous aider à fonctionner de façon optimale? Comment pouvons-nous aider votre cerveau à fonctionner de la meilleure façon possible pour vous, pour que vous puissiez vraiment bien faire ce que vous faites, et aussi pour que vos enfants vous aiment? Et quel est le lien entre le neurofeedback et le traumatisme? Quand on est traumatisé, on vit dans un monde intérieur très confus et très déroutant. Quand on est vraiment traumatisé, souvent, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On n'est pas en contact avec ce qui se passe la majorité du temps. On n'est pas capable de prêter attention. C'est notre peur qui prend le dessus ou notre colère. Alors que quand on arrive à apaiser tout le système, on peut bien mieux comprendre « Ah, c'est ça qui se passe maintenant ». Et cela nous permet d'avoir des plans bien plus adéquat pour comment on va réagir à ce qui se passe dans notre environnement. Si on vit avec un cerveau traumatisé, on sera plus enclin à devenir extrêmement perturbé ou extrêmement en colère, à se laisser emporter par ses émotions ou alors à ne rien sentir du tout, ce qui veut dire qu'on ne peut pas répondre d'une façon appropriée à notre environnement. Alors que si on entraîne ce cerveau, on peut l'aider à fonctionner pour nous et à être plus précis et à nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. L'autre élément que je souhaite aborder avec vous, c'est la Fondation pour la recherche sur le traumatisme. Vous avez créé cette fondation. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette fondation, pourquoi vous l'avez fait et quel est son objectif? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 40 ans, j'ai créé le Trauma Center, qui était en réalité un ensemble de personnes qui travaillaient ensemble pour identifier quels étaient les meilleurs traitements. Nous avons fait beaucoup d'études différentes sur le yoga, le MDR, le théâtre, différentes interventions pour les enfants, et c'était ça notre identité. Et à un moment donné, j'ai pris un congé sabbatique pour écrire mon livre, Le corps n'oublie rien, et pour cette raison, j'ai été absent pendant un certain temps après avoir confié la clinique à des gens plus jeunes, et la personne principale à qui j'avais confié la direction de la clinique a maltraité les étudiants. C'est ce que nous avons découvert par la suite, ce qui veut dire que tout le centre avait commencé à s'écrouler et quand je suis revenue de mon congé, c'était le bazar et la clinique a été fermée à cause de ce qui s'est passé là, mais entre-temps, nous avions accumulé tous ces savoirs, toutes ces connaissances, toute cette recherche, nous avions beaucoup de connexions et de liens et nous avons pour cette raison décidé de continuer notre travail en encourageant les gens à être curieux au sujet des traitements optimaux. Mais ce qui nous avait aussi impressionné, c'est que dans la psychiatrie et la psychologie traditionnelle, les psychologues blablatent, les psychiatres donnent des cachets aux gens et il y a très peu de créativité. Et en partie grâce à mes voyages dans d'autres parties du monde. Par exemple, je me suis rendue très souvent en Chine et en Chine, beaucoup de gens pratiquent le Qigong et le Tai Chi. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. On dirait que ça aide vraiment les gens à mieux fonctionner. Alors qu'aux États-Unis, on n'étudie pas le Tai Chi ou le Qigong. Donc je me suis dit, allons étudier le Tai Chi et le Qigong. Ou par exemple, je m'intéresse beaucoup au fait que
Au Brésil, les enfants pauvres et traumatisés pratiquent la capoeira. Et on voit ces enfants qui apprennent à faire des arts martiaux et on se dit « Waouh, cette capoeira semble vraiment avoir un effet sur ces enfants, leur permet d'organiser leur cerveau, leur comportement. Ce n'est pas juste de l'amusement et du jeu, mais ça organise vraiment leur corps. » Et ça, c'est très différent de notre façon de comprendre la psychopathologie en Europe de l'Ouest. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient nous voir en disant « J'aimerais étudier la capoeira comme façon de traiter les traumatismes », eh bien, nous travaillons avec cette personne-là. Nous voyons si nous pouvons lui trouver des financements pour faire cette étude parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment promouvoir des traitements novateurs. Donc c'est ça en fait le but de la Fondation. Le but de la Fondation, c'est de trouver de l'argent pour toutes les choses pour lesquelles j'aurais voulu trouver de l'argent, mais n'ai jamais réussi à le faire. Par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis beaucoup intéressée aux thérapies axées sur le corps. C'est quelque chose de très important pour nous. Notre prochain livre va parler de ce sujet en fait. Et ensuite, j'ai découvert que la question du toucher avait très rarement été étudiée. Nous avons étudié la vision, nous avons étudié l'audition, nous avons étudié l'odorat, mais le toucher humain a à peine fait l'objet d'études. Alors que quand on est traumatisé, notre système du toucher est probablement détraqué. Donc nous avons dépensé beaucoup d'argent pour financer des études sur ce que le toucher peut faire pour aider les gens à aller mieux, parce que c'était une dimension qui manquait. Vous avez mentionné votre nouveau livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Je suis curieuse. Eh bien, ce livre avait commencé sous la forme d'un manuel pour le livre « Le corps n'oublie rien », mais entre-temps, à peu près 15 autres personnes ont écrit des manuels pour « Le corps n'oublie rien ». Donc, ce livre s'appelle maintenant « Come to your senses » ou « Revenez à vos sens » et il nous parle de comment notre monde sensoriel détermine en réalité qui nous sommes et comment nous voyons le monde et qu'il nous faut réellement travailler avec nos expériences sensorielles pour changer la façon dont on se vit soi-même et dont on vit le monde. Donc, on y parle de toucher, on y parle de mouvement, on y parle de neurofeedback, on y parle de psychédélique, tout cela comme étant des moyens de changer ce rapport fondamental à son vécu interne. Et actuellement, dans notre culture, peut-être que c'est aussi le cas en France, on parle beaucoup par exemple, du fait que la pauvreté a un impact terrible pour les gens, où on nous dit qu'il nous faut faire de la société un endroit plus juste ou moins traumatisé. Mais nous n'avons jamais vraiment su rendre la société meilleure. C'est quelque chose que les psychiatres ne savent pas bien faire. Donc moi, je dis non, notre travail n'est pas de faire du monde un meilleur endroit, mais d'amener aux gens de meilleurs traitements. Ça ne veut pas dire que le monde ne devrait pas être un meilleur endroit, mais ce n'est pas notre domaine d'expertise à nous. Donc ce livre, vous l'écrivez avec Licia Sky? Oui, avec Licia. Il est presque terminé. D'accord. J'espère que nous aurons l'occasion de le traduire en français, tôt ou tard, dès que possible, bien sûr, parce que je pense que les gens sont vraiment impatients de lire quelque chose de nouveau venant de vous. Oui, mais vous savez, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il y a aussi déjà beaucoup d'anciennes connaissances que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, vous savez, pour nous, notre découverte de ce qui s'était fait à la Salpêtrière a été très profonde. Et pour moi, ces hommes qui sont morts depuis très longtemps et que personne ne connaît ou presque, étaient remplis de sagesse et remplis de compréhension. Donc, il n'y a pas que de nouvelles choses. Il s'agit aussi de garder en vie ces choses anciennes que les gens savaient déjà, continuer à en parler. Avant de clore notre conversation, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens par rapport à ce que vous avez pu apprendre au fil des années? Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux nouveaux psychiatres, aux nouveaux psychothérapeutes, aux nouveaux psychologues ou aux nouveaux thérapeutes corporels? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à toutes ces personnes qui aident les autres à surmonter leur traumatisme? Et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui se débattent avec leur propre traumatisme? Quel est le message que vous voulez leur communiquer? Oui, la question est large. Prenez le temps que vous voulez pour y répondre. Eh bien, vous savez, pour commencer, je pense que pour pouvoir aider les autres, on doit d'abord travailler sur soi, n'est-ce pas? Par exemple, clairement, dans ma formation, on était censé suivre sa propre thérapie.
Et je pense qu'on commence par cette attitude de curiosité envers soi. C'est-à-dire, comment suis-je devenu qui je suis? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ça nous ramène vraiment à Socrate, n'est-ce pas? Gnotis et auton. Connais-toi toi-même, avant tout. Et observe comment cette créature fonctionne et connais aussi d'autres personnes en profondeur. Et après, apprends comment tu peux calmer ton système et découvre qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le fait de respirer différemment? Est-ce que c'est le mouvement? Quel effet a la danse sur toi? Il faut vraiment que nous découvrions comment ces choses nous changent. Et une des choses pour lesquelles je milite très activement aux États-Unis, c'est que chaque école puisse apprendre aux élèves, du début à la fin, ce qu'on peut appeler en anglais les 4 R. Lire, écrire, l'arithmétique et l'autorégulation. Que depuis un très jeune âge, on apprenne aux enfants comment fonctionne leur corps, comment fonctionnent leurs émotions, leur esprit, et comment le fait de faire de la musique ensemble change des choses, comment le fait de jouer au basket ensemble change des choses, comment le fait de rester assis silencieux change des choses, afin qu'on devienne son propre sujet d'intérêt. Et en fait, je suis assez perplexe de voir que les systèmes scolaires ne font pas ça. On nous dit toujours « Apprenons comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique ». Pourquoi pas plutôt comment Bessel découvre Bessel? Ou comment Florence découvre Florence. Donc, être curieux envers soi-même. Tout à fait. Et ne pas attendre un miracle ou un traitement miraculeux. Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde ne réagit pas de la même façon au traitement. Eh bien, oui et non, parce que quand on découvre une de ces nouvelles choses, comme ça a été le cas pour moi avec l'EMDR et le neurofeedback, on se dit « Waouh, je ne savais pas que cela était possible ». Et c'est quelque chose que j'entends tout le temps de la part de personnes qui ont inventé autre chose. Je ne connais pas toutes les choses qui ont été inventées, je ne peux pas toutes les connaître, mais oui, il est très important de dire aussi « Ce que je fais là ne fonctionne pas ». Et ensuite d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait fonctionner. Une problématique majeure dans notre domaine, c'est que les thérapeutes ont tendance à être des personnes très religieuses. Ils ont étudié Freud et maintenant ils sont freudiens. Ils ont étudié l'EMDR et maintenant ils sont thérapeutes EMDR. Non. Vous avez lu quelques livres écrits par un gars appelé Sigmund Freud qui vous ont peut-être aidé. Et qu'y a-t-il d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Non pas se dire « je suis jungien », mais dites ça à vos amis. Mais ce qui compte, c'est comment vous avez fait en sorte que cette personne aille mieux. C'est ça notre travail, et non pas notre affiliation religieuse. Et Jung vous a peut-être aidé, mais il n'avait pas toutes les réponses, n'est-ce pas? Eh bien, un très très grand merci pour cette conversation absolument passionnante. Nous avons ici les 2 versions, en français et en anglais. Si vous ne connaissez pas ce livre, il vous faut absolument vous le procurer et le lire ou l'écouter selon votre préférence. Vous n'avez pas besoin de le lire d'une traite, mais peut-être par petits bouts. Oui, très lentement. Et quelque chose vous parlera sûrement et vous permettra d'apprendre quelque chose sur vous. Bien, merci Florence. Merci beaucoup à vous, Bessel. C'était un plaisir. Au revoir.